Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. C'est double plaisir de tromper le trompeur, écrit Jean de La Fontaine. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 11 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune femme qui s'entretient avec son médecin sur le thème de l'adultère. C'est une nouvelle amusante et cocasse de Maupassant intitulée La Ruse. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Étienne de Saint-Gaudens et Camille de Paris, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez votre respiration pendant quelques instants. Et expirez par la bouche. Nos vies modernes sont anxiogènes et beaucoup d'entre nous ressentons les effets du stress au quotidien, surtout avec le contexte actuel. Plutôt que de se laisser envahir par nos émotions, il est important de les observer et de les apprivoiser. Commencez par relâcher complètement votre visage, mâchoire, sourcils, front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque, vos épaules, votre dos, ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement. Vos bras et vos mains sont complètement relâchés également et reposent sur le matelas comme inertes, en état de détente complet. Quand vous y pensez, c'est étrangement agréable. Détendez vos hanches,
vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons et observez vos sensations. Ne cherchez pas à respirer particulièrement lentement, respirez simplement naturellement. Les exercices de respiration sont indispensables pour retrouver le calme en cas de crise de panique ou d'anxiété, ou simplement quand on se sent surmené. Il existe également une technique d'ancrage très simple et redoutablement efficace, l'acupression. Lorsque vous êtes stressé, en panique, que votre cœur bat la chamade, votre corps est en fait en train de réagir à un danger qu'il suppose réel et imminent en activant tout un tas de processus physiologiques pour vous permettre d'être en état d'alerte et de pouvoir fuir ou vous défendre physiquement. Il est possible de demander à notre corps de cesser d'envoyer ces signaux désagréables, de lui dire de se calmer. En médecine chinoise, il existe un point entre votre index et votre majeur, entre le second et le troisième doigt, capable de calmer les sensations physiques de stress. Ça peut paraître étrange, mais tentez l'exercice la prochaine fois que vous souhaitez retrouver le calme. Exercez une pression de 10 secondes à cet endroit, comme un pincement ferme, puis relâchez, puis à nouveau 10 secondes, etc., jusqu'à ce que les symptômes physiques du stress disparaissent. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. À chaque expire, votre corps s'enfonce davantage dans le matelas. À présent, prenez quelques instants pour vous concentrer simplement sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Sentez l'air gonfler vos poumons à l'inspire, puis expirez sereinement. Sentez l'air gonfler votre ventre à l'inspire, puis expirez sereinement. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant. Une ruse. Ils bavardaient au coin du feu, le vieux médecin et la jeune malade. Elle n'était qu'un peu souffrante de ces malaises féminins qu'ont souvent les jolies femmes. Un peu d'anémie, des nerfs et un soupçon de fatigue. De cette fatigue qu'éprouvent parfois les nouveaux époux à la fin du premier mois d'union, quand ils ont fait un mariage d'amour. Elle était étendue sur sa chaise longue et causait. « Non, docteur, je ne comprendrai jamais qu'une femme trompe son mari. J'admets même qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne tienne aucun compte de ses promesses, de ses serments. Mais comment oser se donner à un autre homme? Comment cacher cela aux yeux de tous? Comment pouvoir aimer dans le mensonge et dans la trahison? » Le médecin souriait. « C'est facile, je vous assure qu'on ne réfléchit guère à toutes ces subtilités quand l'envie vous prend de faillir. Je suis même certain qu'une femme n'est mûre pour l'amour vrai qu'après avoir passé par toutes les promiscuités et tous les dégoûts du mariage, qui n'est, suivant un homme illustre, qu'un échange de mauvaise humeur pendant le jour et de mauvaises odeurs pendant la nuit. Quant à la dissimulation, toutes les femmes en ont à revendre en ces occasions-là. Les plus simples sont merveilleuses et se tirent avec génie des cas les plus difficiles. » Mais la jeune femme semblait incrédule. « Non, docteur, on ne s'avise jamais qu'après coup de ce qu'on aurait dû faire dans des occasions périlleuses, et les femmes sont certes encore plus disposées que les hommes à perdre la tête. » Le médecin leva les bras. « Après coup, dites-vous? Nous autres, nous n'avons l'inspiration qu'après coup, mais vous, tenez, je vais vous raconter une petite histoire arrivée à une de mes clientes, à qui j'aurais donné le bon Dieu sans confession, comme on dit. Ceci s'est passé dans une ville de province. Un soir, comme je dormais profondément de ce pesant premier sommeil si difficile à troubler, il me sembla dans un rêve obscur que les cloches de la ville sonnaient au feu. Tout à coup, je m'éveillai, c'était ma sonnette, celle de la rue, qui tintait désespérément. Comme mon domestique ne semblait point répondre, j'agitai à mon tour le cordon pendu dans mon lit, et bientôt des portes battirent, des pas troublèrent le silence de la maison dormante, puis Jean parut, tenant une lettre qui disait « Madame Lelièvre prie avec instance Monsieur le docteur Siméon
de passer chez elle immédiatement. Je réfléchis quelques secondes, je pensais crise de nerfs, vapeur, tralala. Je suis trop fatigué et je répondis. Le docteur Siméon, fort souffrant, prie madame Lelièvre de bien vouloir appeler son confrère, monsieur Bonnet. Puis je donnai le billet sous enveloppe et je me rendormis. Une demi-heure plus tard environ, la sonnette de la rue appela de nouveau et Jean vint me dire « Il y a quelqu'un, un homme ou une femme, je ne sais pas au juste tant il est caché, qui voudrait parler à monsieur au plus vite. Il dit qu'il y va de la vie de 2 personnes. » Je me dressai, faites entrer. J'attendis, assis dans mon lit. Une espèce de fantôme noir apparut et dès que Jean fut sorti, se découvrit. C'était madame Berthe Lelièvre, une toute jeune femme mariée depuis 3 ans avec un gros commerçant de la ville qui passait pour avoir épousé la plus jolie personne de la province. Elle était horriblement pâle, avec ses crispations de visage des gens affolés, et ses mains tremblaient. 2 fois elle essaya de parler sans qu'un son pût sortir de sa bouche. Enfin, elle balbutia. « Vite, vite, docteur, venez, mon amant est mort dans ma chambre. » Elle s'arrêta suffocant, puis reprit. « Mon mari va rentrer du cercle. » Je sautai sur mes pieds sans même songer que j'étais en chemise, et je m'habillai en quelques secondes. Une sorte de cri de douleur horrible sortit de ses lèvres, et après un étouffement qui la fit râler, elle pleura. Elle pleura, éperdument avec des sanglots et des spasmes pendant 1 minute ou 2. Puis ses larmes soudain s'arrêtèrent, se tarirent, comme séchées en dedans par du feu, et redevenue tragiquement calme. « Allons vite, dit-elle. » J'étais prêt, mais je m'écriai. « Mince, je n'ai pas dit d'atteler mon coupé. » Elle répondit. « J'en ai un, j'ai le sien qui l'attendait. » Elle s'enveloppa jusqu'aux cheveux, et nous partîmes. Quand elle fut à mon côté dans l'obscurité de la voiture, elle me saisit brusquement la main, et la broyant dans ses doigts fins, elle balbutia avec des secousses dans la voix, des secousses venues du cœur déchiré. « Oh, si vous saviez comme je souffre, je l'aimais éperdument, je l'aimais comme une insensée depuis 6 mois. » Je demandai. « Est-on réveillé chez vous ?» Elle répondit. « Non, personne, sauf Rose, la bonne, qui sait tout. » On s'arrêta devant sa porte, tous dormaient en effet dans la maison. Nous sommes entrés sans bruit avec un passe-partout, et nous voilà montant sur la pointe des pieds. La bonne, effarée, était assise par terre en haut de l'escalier avec une bougie allumée à son côté, n'ayant pas osé demeurer près du corps. Et je pénétrai dans la chambre, elle était bouleversée comme après une lutte. Le lit fripé, meurtri d'effets, restait ouvert, semblait attendre. Un drap traînait jusqu'au tapis, des serviettes mouillées, dont on avait battu les tempes du jeune homme, gisaient à terre à côté d'une cuvette et d'un verre. Et une singulière odeur de vinaigre de cuisine, mêlée à des souffles de lubin, écœurait dès la porte. Tout son long, sur le dos, au milieu de la chambre, le cadavre était étendu. Je m'approchai, je le considérai, je le tâtai, j'ouvris les yeux, je palpai les mains, puis me tournant vers les 2 femmes qui grelottaient comme si elles eussent été gelées, je leur dis « Aidez-moi,
à le porter sur le lit. Et on le coucha doucement. Alors j'auscultai le cœur et je posai une glace devant la bouche. Puis je murmurai « C'est fini, habillons-le bien vite ». Ce fut une chose affreuse à voir. Je prenais un à un les membres comme ceux d'une énorme poupée et je les tendais aux vêtements qu'apportaient les femmes. On passa les chaussettes, le caleçon, la culotte, le gilet, puis l'habit où nous eûmes beaucoup de mal à faire entrer les bras. Quand il fallut boutonner les bottines, les deux femmes se mirent à genoux tandis que je les éclairais. Mais comme les pieds étaient enflés un peu, ce fut effroyablement difficile. N'ayant pas trouvé le tire-bouchon, elles avaient pris leurs épingles à cheveux. Sitôt que l'horrible toilette fut terminée, je considérai notre œuvre et je dis « Il faudrait le repeigner un peu ». La bonne alla chercher le démêloir et la brosse de sa maîtresse. Mais comme elle tremblait et arrachait en des mouvements involontaires les cheveux longs et mêlés, Madame Lelièvre s'empara violemment du peigne et elle rajusta la chevelure avec douceur, comme si elle l'eût caressée. Elle refit la raie, brossa la barbe, puis roula lentement les moustaches sur son doigt, ainsi qu'elle avait coutume de le faire sans doute en des familiarités d'amour. Et tout à coup, lâchant ce qu'elle tenait aux mains, elle saisit la tête inerte de son amant et regarda longuement, désespérément, cette face morte qui ne lui sourirait plus. Puis s'abattant sur lui, elle l'étreignit à pleins bras en l'embrassant avec fureur. Ses baisers tombaient comme des coups sur la bouche fermée, sur les yeux éteints, sur les tempes, sur le front. Puis s'approchant de l'oreille, comme s'il eût pu l'entendre encore, comme pour balbutier le mot qui fait plus ardentes les étreintes, elle répéta 10 fois de suite d'une voix déchirante « Adieu, chérie ». Mais la pendule sonna minuit. J'eus un sursaut. Bigre, minuit, c'est l'heure où ferme le cercle. Allons, madame, de l'énergie. Elle se redressa, j'ordonnai. Portons-le dans le salon. Nous le prîmes, et l'ayant emporté, je le fis asseoir sur un canapé, puis j'allumai les candélabres. La porte de la rue s'ouvrit et se referma lourdement. C'était lui déjà. Je criai. « Rose, vite, apportez-moi les serviettes et la cuvette et refaites la chambre. Dépêchez-vous, nom de Dieu. Voilà monsieur Lelièvre qui rentre. » J'entendis les pas monter et s'approcher. Des mains dans l'ombre palpaient les murs. Alors j'appelai. « Par ici, mon cher, nous avons eu un accident. » Et le mari, stupéfait, parut sur le seuil, un cigare à la bouche. Il demanda. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cela ?» J'allai vers lui. « Mon bon, vous nous voyez dans un rude embarras. J'étais resté tard à bavarder chez vous avec votre femme et notre ami qui m'avait ramené dans la voiture. Voilà qu'il s'est affaissé tout à coup, et depuis 2 heures, malgré nos soins, il demeure sans connaissance. Je n'ai pas voulu appeler des étrangers. Aidez-moi donc à le faire descendre, je le soignerai mieux chez lui. » L'époux, surpris mais sans méfiance, ôta son chapeau, puis il empoigna sous ses bras son rival, désormais inoffensif. Je m'attelai entre les jambes comme un cheval entre 2 brancards, et nous voilà descendant l'escalier, éclairés maintenant par la femme. Lorsque nous fûmes devant la porte, je redressai l'homme et je lui parlai, l'encourageant pour tromper son cocher.
Allons, mon brave ami, ce ne sera rien. Vous vous sentez déjà mieux, n'est-ce pas? Du courage, voyons, un peu de courage. Faites un petit effort, et c'est fini. » Comme je sentais qu'il allait s'écrouler, qu'il me glissait entre les mains, je lui flanquai un grand coup d'épaule qui le jeta en avant et le fit basculer dans la voiture, puis je montai derrière lui. Le mari, inquiet, me demandait: « Croyez-vous que ce soit grave ?» Je répondis non en souriant, et je regardai la femme. Elle avait passé son bras sous celui de l'époux légitime, et elle plongeait son œil fixe dans le fond obscur du coupé. Je serrai les mains et je donnai l'ordre de partir. Tout le long de la route, le mort me retomba sur l'oreille droite. Quand nous fûmes arrivés chez lui, j'annonçai qu'il avait perdu connaissance en chemin. J'aidai à le remonter dans sa chambre, puis je constatai le décès. Je jouai toute une nouvelle comédie devant sa famille éperdue. Enfin, je regagnai mon lit, non sans jurer contre les amoureux. Le docteur se tut, souriant toujours. La jeune femme crispée demanda: « Très bien, mais pourquoi m'avez-vous raconté cette épouvantable histoire ?» Il salua galamment pour vous offrir mes services à l'occasion. Bonne nuit. Bonne nuit.